Principal et le porte-parole adjoint du RHDP dans ces rendez-vous que nous avons initiés avec la presse nationale et internationale. Je voudrais donc vous dire merci. Merci à mesdames et messieurs les journalistes. Après un court moment d'interruption, nous reprenons donc la marche normale de nos rencontres qui se feront en quinzaine, comme je l'ai signifié depuis le premier jour. Nous reprenons donc la marche normale à 7 mois des élections. Et aujourd'hui, nous n'allons pas donc déroger à la tradition. Vous aurez donc les propos liminaires de M. le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Après ces propos liminaires, nous donnerons donc la possibilité de poser des questions sur la base des propos du discours liminaire qui aura été reçu. La thématique aujourd'hui portera essentiellement sur l'actualité politique. Et vous aurez donc le temps de poser des questions. Mais je voudrais bien préciser cela avant qu'on aille un peu plus loin, que les questions portent exclusivement ou essentiellement sur la thématique que M. le porte-parole principal à ma culture et de vous retirer la parole si toutefois il vous arrivait de vouloir aller au-delà de ce que nous voulons dire aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, monsieur le porte-parole principal, monsieur le porte-parole adjoint, voici donc le moment venu de vous recevoir ici au pupitre afin que solennellement vous nous disiez donc vos propos liminaires. La séance est ouverte. Merci. Distingués invités, chers amis de la presse et professionnels des médias, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve une fois de plus dans le cadre de cette tribune d'échange, le rendez-vous du RHDP qui nous permet, depuis quelques mois, d'éplucher ensemble les faits saillants de l'actualité nationale et au-delà, de vous livrer notre position, celle bien entendu du RHDP, sur certaines questions majeures d'actualité. Ainsi, au moment où notre pays aborde un tournant crucial de son processus électoral qui doit nous conduire vers la présidentielle du 25 octobre prochain, notre intervention de ce jour se propose de passer en revue l'actualité sociopolitique nationale avec en toile de fond les grandes activités inscrites à l'agenda du RHDP, l'ouverture du contentieux sur la liste électorale, les revendications illégitimes et suspectes formulées par l'opposition dans le but d'empêcher ou à tout le moins de retarder le scrutin du 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, au titre des activités phares inscrites à l'agenda du RHDP, je voudrais indiquer qu'au cours de ces semaines à venir, deux activités majeures vont mobiliser notre parti dans la perspective des élections générales à venir. La première, c'est la grande tournée nationale décidée à l'issue de la dernière session du directoire du RHDP
et qui est programmée du 3 au 21 avril prochain. Cette tournée nationale qui va toucher les 31 régions administratives de notre pays, ainsi que les 13 communes du district d'Abidjan, permettra au RHDP de remobiliser ses militants et de mettre en ordre de bataille le personnel d'encadrement politique au sein des coordinations régionales du parti. Il s'agira de préparer et de mieux outiller nos troupes afin de les rendre plus efficaces dans leur mission de terrain. Car pour le RHDP, le compte à rebours a véritablement commencé. La deuxième grande activité sera sans conteste l'organisation en mai prochain du deuxième congrès ordinaire de notre grand parti. Ce rendez-vous nous permettra de consolider notre cohésion autour de notre grand chef, le président Alassane Ouattara, pour aborder dans les meilleures conditions les échéances électorales à venir. Nonobstant ces activités phares, le RHDP garde un œil vigilant sur les autres étapes du processus électoral. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, relativement au contentieux sur la liste électorale, le RHDP considère que cette phase du processus est un moment privilégié pour tous les acteurs de contribuer au toilettage de la liste électorale provisoire afin de parvenir à un document électoral de base consensuel et définitif qui rassure tout le monde. Cet exercice est important parce que la liste électorale soulève tellement de débats passionnés, voire des fantasmes du côté de l'opposition, que nous pensons que celle-ci a là l'occasion unique de verser les résultats de ces fameuses recherches au dossier. Nous entendons en effet au quotidien des récriminations intempestives, des accusations parfois surréalistes, des revendications surprenantes et même des menaces émanant des acteurs de l'opposition à cause de la liste électorale qui serait, selon eux, le berceau d'un vaste programme de fraude. Le moment est enfin venu pour tout le monde et l'occasion est donnée à chacun de venir avec ses preuves pour attester de la soi-disant présence de millions de non-ivoiriens ou des personnes centenaires qui seraient présentes dans le fichier électoral. Certains réclamaient par ailleurs un audit de la liste électorale. Le contentieux leur donne mieux qu'un audit, puisque en réalité, ce contentieux est un audit populaire de la liste électorale. Et s'il y a un contentieux, c'est parce que tous, nous sommes attachés à l'adoption d'une liste électorale propre et fiable, débarrassée de toute irrégularité. Que ceux qui récriminent alors contre cette liste électorale lèvent le doigt ou qu'ils se taisent à jamais. Mesdames et messieurs, l'opposition serait sous l'emprise d'une paranoïa électorale qu'elle ne se prendrait pas autrement. Car à mesure qu'approche l'échéance du 25 octobre, l'opposition s'abandonne à la surenchère
et fait exploser des revendications surprenantes et parfois suspectes qui trahissent en fait un manque de sérénité qui la ravage de l'intérieur. À 7 mois de la présidentielle, l'opposition réclame à corps et à cri une nouvelle révision de la liste électorale, un nouveau dialogue politique, un audit de la liste électorale, une réforme de la CEI et j'en passe. L'on a beau leur expliquer qu'au regard des sérieuses contraintes d'agenda, une nouvelle révision de la liste électorale avant les élections n'est pas envisageable, car cela chamboulerait tout le processus électoral en rendant problématique la tenue du scrutin du 25 octobre 2025, conformément à la Constitution, mais rien ne fit. Et pourtant, tenez-vous bien, ce calendrier électoral a été approuvé par cette même opposition. En effet, c'est l'opposition qui avait exigé le report de la révision de la liste électorale prévue initialement en juillet 2024 pour cause de saison de pluie. En septembre 2024, elle a prétexté encore de la rentrée scolaire pour solliciter un nouveau report de cette opération en octobre. Si l'on faisait droit à la requête de l'opposition pour organiser une révision de la liste électorale en mars 2025, à quand la liste provisoire, à quand le contentieux, à quand également la liste définitive et l'organisation des parrainages des candidats. Cette obsession d'une nouvelle révision de la liste électorale paraît suspecte, surtout quand on doit la faire en 2025. Que dire de la réforme de la CEI exigée par l'opposition et où siègent ses représentants? Que dire enfin du dialogue politique? Faut-il le rappeler? Le processus électoral en cours est issu d'un consensus politique qui lui-même est l'émanation du dialogue politique. Il s'agit également d'un processus totalement inclusif, dans la mesure où les partis politiques significatifs et la société civile ont été impliqués et associés à chaque étape du déroulement de ce processus. Et rien n'a été fait contre ou sans l'avis de l'opposition. La transparence est donc de mise, contrairement à ce que l'on tente de faire croire. À la vérité, mesdames et messieurs, ce que recherche l'opposition, ce n'est pas la clarté du processus électoral, car des gages de transparence ont été donnés à tous. Et la liste électorale, tant décriée, tant suspectée, est désormais soumise au tribunal populaire, à l'audit populaire à travers le contentieux. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous sommes en droit de dire qu'en réalité, l'opposition cherche un moyen de faire dérailler le processus électoral ou de le retarder afin de rendre le scrutin du 25 octobre prochain impossible. Et une telle impasse devrait donner à cette opposition les clés pour ouvrir la boîte de Pandore en réclamant une transition politique. Mais le RHDP est trop vigilant pour laisser la Côte d'Ivoire retomber dans les travers d'une instabilité institutionnelle et politique.
Le RHDP est certes un nouveau parti politique, mais il est bâti sur du roc par des architectes de métier, des hommes politiques d'expérience, ceux qu'on appelle communément les vieux briscards de la politique, qui forment avec des jeunes cadres dynamiques une équipe redoutable. Il me paraît important à ce stade de mon propos de faire une mise au point et de souligner de deux traits ce qui suit. Nous sommes conscients que les résultats électoraux récents glanés par le RHDP, au-delà du respect qu'il inspire, suscitent la peur chez certains de nos adversaires. Et cette peur est malheureusement souvent la cause d'accusations infondées que l'on entend quand l'opposition est confrontée à ces problèmes internes. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, le RHDP voudrait une fois de plus réaffirmer son soutien indéfectible à son soutien indéfectible et son admiration au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour les actions qu'il pose chaque jour pour l'épanouissement économique et social de la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement diplomatique de notre pays, mais surtout pour la paix, la stabilité et la sécurité de tous les habitants de ce beau pays. Ce matin même, nous venons d'inaugurer une nouvelle infrastructure, l'échangeur du carrefour d'Akwaba à Port-Boué. Cet ouvrage offrira davantage de confort, de sécurité et d'aisance aux Ivoiriens et aux automobilistes. Mesdames et messieurs, toutes ces réalisations et inaugurations sont devenues tellement courantes que les Ivoiriens ont fini par intégrer qu'avec le président Alassane Ouattara, la vie rime simplement avec le développement, avec le bien-être et le progrès. Nous sommes persuadés que dans leur fort intérieur, les opposants, à l'instar de tous les Ivoiriens, sont admiratifs du travail gigantesque du président Alassane Ouattara, qui performe dans tous les domaines. C'est pour continuer notre marche vers le développement que le RHDP continue d'appeler tous les acteurs politiques à la retenue afin que nous allions à des élections apaisées et transparentes. Des élections que nous sommes sûrs de remporter dès le premier tour avec notre champion, le président Alassane Ouattara, qui va être investi bientôt pour le bonheur de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Je répète, le RHDP invite les Ivoiriens à ne point céder aux discours alarmistes. Le processus en cours sera mené de façon très sereine dans la sécurité et dans la paix. Relativement au contentieux sur la liste électorale, le RHDP invite ses militants à se mobiliser massivement, à s'inscrire dans ce processus sous l'encadrement des cellules de gestion des élections et à rester vigilants face aux manœuvres de nos adversaires. Le RHDP salue enfin les pouvoirs publics et en particulier les forces de sécurité pour toutes les dispositions prises
pour sécuriser toutes les étapes du processus. Fait à Abidjan le 19 mars 2025 pour le RHDP, le porte-parole principal Étienne Kobenan-Kwasi Agumone. Voilà. Donc vous avez bien entendu le propos liminaire de M. le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. La parole est donc aux journalistes. Et je reviens sur mon petit recadrage, que les questions portent essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement, sur les propos. Ouais, je corrige un peu quand même. Hein? Que les questions portent essentiellement sur les propos liminaires. Donc la parole est à vous, mesdames et messieurs les journalistes. Oui. Oui, bonjour. Pierre Donadieu de l'AFP, Agence France Presse. D'accord. L'absence sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudet, est-ce que l'absence de ces trois grandes figures de la politique ivoirienne peut garantir malgré tout une élection transparente et démocratique et inclusive? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Monsieur le ministre, je me nomme Fulbert Yao, je suis du site L'Info Express. Monsieur le ministre, il y a deux petites préoccupations. La première préoccupation, est-ce que le RHDP va déposer une requête pour retirer le nom de M. Thiam sur la liste électorale? Deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué des dispositions à prendre par vos militants pour la période de contentieux. Mais on sait qu'en face aussi, comme vous l'avez si bien souligné, l'opposition émet des réserves sur l'audit, la RLE et la réinscription de M. Laurent Gbagbo. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez rappeler encore la position du RHDP sur ce point? Merci. Excusez, sur quel point? La RLE, la réinscription de M. Laurent Gbagbo pour que, et l'audit aussi. D'accord. Merci. Allô. Oui, Guillaume. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. On constate ces derniers temps que l'opposition s'organise en mettant en place deux coalitions. L'une est dirigée par le PDCI et l'autre sera conduite probablement par le PPACI. À ce jour-là, n'avez-vous pas l'impression que le RHDP sera isolé? Donc il y a... Merci. Merci. Le RHDP sera isolé, d'accord. Wakati, on s'en tient aux trois premières questions ou on continue un peu? 5, d'accord, on y va. Bonsoir. Guillaume Soro et Blé Goudet ne figurent pas sur la liste électorale, donc sont exclus d'office du processus électoral. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive. On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat. Et de côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Donc c'est vous dire que, s'agissant donc de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans
le processus du contentieux. Le conseil que j'ai pu leur donner, c'est d'engager, donc, de s'engager dans le processus et de voir dans quelle mesure, s'ils le méritent, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale. Pour l'heure, le RHDP n'a rien à dire là-dessus. De la même façon, vous me demandez si nous allons introduire une requête pour enlever le nom de Tiam Tiam de la liste électorale. Le RHDP aujourd'hui est préoccupé par le travail qu'il fait sur le terrain. Je vous ai donné tout à l'heure les détails des missions que nous allons faire sur le terrain pour mobiliser nos troupes et être capables de gagner ces élections sans recourir à un deuxième tour. C'est ça qui est notre préoccupation. Je crois que c'est une affaire qui concerne le PDCI-RDA et qui ne concerne pas le RHDP. Vous avez parlé d'audit, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas meilleur audit que ce que nous sommes en train de faire. On a fait croire qu'il y a des millions d'étrangers sur la liste électorale, qu'il y a des personnes centenaires qui sont sur la liste électorale. Le moment est plus que jamais donné d'aller dénoncer cela si c'est vérifié. Et comme on est dans le contentieux, si cela est avéré, des dispositions vont être prises. Donc je voudrais conseiller à ceux qui s'acharnent à auditer la liste électorale de se mettre en mode de bataille, mobiliser leurs troupes pour que toutes les failles qu'ils décèlent soient relevées et également mises à la disposition de l'organe qui a en charge de gérer le contentieux. Vous parlez de coalitions, de deux coalitions, l'une dirigée par le PPACI, l'autre par le PDCI. Est-ce que le RHDP ne se sent pas isolé? Mais comment voulez-vous que le RHDP se sente isolé? Quand vous regardez tour à tour ces visages qui sont ici, nous sommes l'émanation de grands partis venus d'horizons divers pour constituer le socle qu'est le RHDP. Et je vous l'ai dit, nous sommes bâtis sur un socle. Nous sommes des oufoutistes. Et donc, quand vous voyez, il y a certains qui sont venus du RDR, la plupart d'ailleurs des militants du RDR, je dirais la quasi-totalité des militants du RDR sont le RHDP. Ceux qui comptent au PDCI sont également au RHDP. Vous voyez, l'UDPCI est au RHDP dans sa totalité. Le MFA est au RHDP. Nous-mêmes, nous avons créé aussi les traces de Fouet-Boigny qui a tout emporté pour venir dans le RHDP. Donc, le RHDP, c'est un parti solide. Et la preuve, à l'occasion des élections précédentes, où ils se sont constitués pour aller ensemble à ces élections, si on vous donne les résultats, aujourd'hui, nous sommes, je crois, 166 députés. Nous sommes 26 présidents de conseils régionaux. Nous sommes 125 maires. Et quand vous prenez les résultats du PDCI, qui est donc tête de liste par rapport à une coalition, ils ne sont que 66. Donc nous, on les dépasse de 100, puisqu'ils ont eu 66. Alors, ils n'ont que 5 conseils régionaux. Quand vous prenez le PPAC qui est une tête de liste,
ils ont 17 députés, 0 président de conseil régional et 0 maire. Donc, quand vous faites, vous faites l'addition, vous voyez bien qu'ils ne peuvent même pas atteindre notre genou. Donc, c'est vous dire que le RHDP ne peut pas être isolé. Parce que nous aussi, il y a tellement de partis qui veulent venir vers nous. On dit qu'il y a près de 200 ou combien de partis politiques. Et si vous avez vu, moi, j'en connais qui étaient à la coalition récente dont vous avez parlé, qui ne sont même pas présidents de parti, mais qui sont allés représenter des partis politiques. Donc, soyez rassurés, au RHDP, nous sommes une force intarissable. Nous avons un candidat qui s'appelle Alassane Ouattara, qui va gagner dès le premier tour ces élections-là. On n'ira même pas au deuxième tour, parce que leur objectif, certainement, c'est de penser faire une coalition grande quand on va aller au deuxième. Mais dès le premier tour, nous, on les a déjà étalés. Donc, soyez rassurés, et c'est ce qui va se passer. J'ai dit, on va investir bientôt le président de notre parti. Et vous me dites, bientôt c'est quand? Mais regardez dans le dictionnaire, quand on dit bientôt là, c'est tout près. Bientôt c'est tout près. Donc ce n'est pas loin. D'ailleurs, dans 7 mois, nous irons aux élections. Donc quand je dis bientôt, c'est tout près de nous. Donc ne soyez pas pressés. Nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai, le président Alassane Ouattara n'a pas encore parlé. Tout le monde attend qu'il dise le mot que je pars avec le RHDP. Mais ne soyez pas pressés. Nous-mêmes, on l'a déjà dévancé pour dire que ce n'est pas, Monsieur le Président, à vous de dire que vous allez à ces élections. C'est à nous de dire que nous sommes là pour faire campagne. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le terrain parce que vous avez constitué des équipes fortes qui sont partout. Quand je prends le jeune l'éléphanto qui est derrière moi, vous allez à Daloa, il est là-bas. Allez-y dans le Gontour, l'éléphant est là-bas. Vous allez à Boisseau, à Kawele est là-bas. Vous allez à Korobo, il y a notre haut représentant avec tous les cadres que vous connaissez qui sont là-bas. Vous allez à Zopé, Achi Patrick est là-bas. Vous allez à Ma, il y a des hautes personnalités telles que Vagondo, telles que Mabri qui sont là-bas. Revenez vers Djiglo, vous allez trouver que Anouloto est là-bas. Allez-y chez mon frère de la Baboué, lui il a déjà tout bouclé. Alors ce sont des personnalités fortes. Et vous allez dans le Béquet, vous allez trouver Aoussou et les autres. Quand vous allez dans le Hambol, il y a Ouine Khalil, il est là, avec tous ses aînés. Allez-y du côté d'Abangourou, vous allez voir, comment il s'appelle, Siandou Fofana, le ministre Léon, et tous les autres sont mobilisés pour que la victoire soit effective. Allez-y dans le Boronou, Madame la Présidente, son époux et l'inspecteur général d'État sont là. Allez-y dans le Lot du Bois. Amédée a déjà tout bouclé. Allez-y dans les grands ponts. Voilà, Madame est là, l'Anawa, les Alain Beauvais. Mais regardez, ce sont des fortes personnalités. Donc eux seuls même suffisent pour faire campagne. Donc ne soyez pas pressés. Prenez les autres partis et donnez-moi des personnalités aussi fortes. Donc quand vous nous regardez tour à tour, vous allez vous rendre compte que nous sommes les plus forts, nous sommes les plus dynamiques et nous sommes les plus représentatifs. Donc le RHDP à coup sûr va gagner. Alors, Danon Guégué dit qu'ils vont faire des démarches pour
inscrire le président Gbagbo sur la liste. Hein? Oui, non, ils vont faire intégrer leur candidat et retirer de la liste. J'ai bien écouté ce que Laurent Gbagbo a dit, et retirer Alassane Ouattara de la liste. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des rêveurs. Mais lorsqu'on rêve debout, le rêve n'a plus de sens, puisque ça relève de notre imagination. Le président Alassane Ouattara est inscrit sur la liste électorale. Et depuis toujours, il y est. Qui peut l'enlever? Donc eux, ils ont intérêt à aller se battre devant les juges qui ont en charge le dossier de leur chef pour chercher à l'inscrire sur la liste. Et puis dans tous les cas, nous, on a déjà été candidats. On est en train de faire notre premier mandat de la Troisième République. C'est notre deuxième mandat que nous allons faire maintenant. En tout cas, s'ils peuvent le faire, tant mieux pour eux. Mais la route est longue. Donc, qu'ils sachent que le nom du président Alassane Ouattara est inscrit en marbre. Voilà, sur la liste électorale. Et personne ne peut bousculer cela. Je crois que c'est la dernière question. Bon. Merci infiniment. Non, il dit, il attend s'il y a... Donc, il y a une deuxième liste? D'accord, on y va? Très bien. Très bien. Très bien. Non, je suis déjà. Très bien. J'ai la lumière des caméras dans les yeux, donc ceux qui veulent parler, qui ont le micro, qu'ils se présentent, hein, s'il vous plaît. Allô? Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Merci. Moi, c'est Thierry Adamant, de RHDP Actu. Vous avez dit dans vos propos liminaires que du 3 au 21 avril, le RHDP sera en tournée sur le territoire national. Monsieur Thierry Adamant, posez votre question, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Excusez-moi. Donc, je disais, vous avez dit que du 3 au 21 avril, le RHDP sera en tournée nationale. Je voudrais savoir quels seront les grands axes de cette tournée nationale et quels objectifs le RHDP espère-t-il atteindre avant le congrès du mois de mai. Merci, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Georges Conan, journaliste à l'AIP. Juste revenir sur des propos du président du Front populaire ivoirien récemment, le président Pascal Affi-N'Guessan, qui disait, et je cite, « Ce sont les ponts et goudrons qui vont aller les voter cette fois. » Quelle serait naturellement votre réponse à cette déclaration? Merci. Merci. Vous avez compris la question, hein? Voilà. Affi dit, ce sont les ponts et les routes qui iront voter. Troisième question, s'il n'y en a pas, on va... Oui, troisième question, c'est Yapi Koulibaly, je reviens. Monsieur le ministre d'État, à Saint-Denis, c'est à Paris, le président du PDCI, votre jeune frère, devant les Ivoiriens vivant en Europe, Titi a critiqué avec une rare vigueur la gestion de votre régime depuis 2011. Il a tenu des propos accusateurs, je dirais même accusatoires, je vais le paraphraser. Il dit, vous êtes un gouvernement de surfacturation. Sur certains projets, il a indiqué par exemple que pour des projets de 48 milliards prévus pour durer 24 mois, vous faites cela à 100 milliards et vous augmentez un peu d'années. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces accusations? Merci. Merci. C'est bon, ça y est. Je crois que on est bien servi. Hein? Et merci d'avoir respecté un peu l'orthodoxie, d'être resté collé au texte. Bon, monsieur le ministre d'État, vous êtes invité à ce pupitre. Du 3 au 21 avril, nous serons sur le terrain. Vous savez très bien que le congrès que nous allons organiser
en mai nécessite la remobilisation de nos troupes. Bien avant le congrès, il est de notre devoir d'aller sur le terrain, sensibiliser nos militants, les mobiliser et leur donner l'information. Nous sommes un parti responsable. Nous n'allons pas, à travers seulement la presse, inviter nos militants à participer à ce congrès. Nous devons aller discuter avec les militants, nous enquérir des réalités de terrain, et c'est tout cela qui va faire l'objet de débats à l'occasion du congrès que nous aurons à faire. Donc, nous avons parlé de 31 missions qui vont sillonner toute la Côte d'Ivoire avec des chefs de délégation qui dirigeront une forte délégation composée de cadres de toutes les régions, et vous allez voir que très bientôt nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire. Ce sera la marée orange. Donc j'ai déjà donné quelques détails dans mon discours préliminaire et vous pouvez vous en servir. Maintenant, Afin N'Guessan, qui, dans ses déboires, oui, là il faut parler de déboires parce que ce sont des attaques qui ont été formulées, qui font croire que au moment venu, ce sont les ponts, ce sont les goudrons, ce sont les termes, hein, les goudrons qu'ils ont fait là, qui vont aller voter pour eux. Bon, je ne dirais pas que c'est un inculte, mais ce qu'il doit savoir, c'est que ceux qui vont aller voter pour nous, là, ce sont les personnes qui empruntent les routes, les goudrons, les personnes qui empruntent les ponts, et y compris lui-même. Parce que quand il va pour faire campagne, il va prendre ses ponts. Avant d'aller à Bobo, il a vu toutes ces infrastructures routières qui ont été réalisées. Certainement même qu'il est passé dans le tunnel pour aller à Bobo. Et je crois que souvent, vous savez, les gens qui sont de mauvaise foi enfouissent dans leur fort intérieur des choses par récrimination qu'ils ne peuvent pas réaliser. Et donc ils pensent que ce sont les autres qui sont à la base de leur défaite. Donc ils peuvent vociférer comme il l'a fait, mais qu'ils sachent que les Ivoiriens sont conscients des réalisations qui ont été faites par notre régime, par le président Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens, lui-même sachant que tous ceux qui empruntent les ponts iront voter, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent des ponts. Mais un homme normal doit savoir que le pont ne bouge pas pour aller voter. Est-ce qu'un pont peut se déplacer pour aller voter? Ou bien c'est une figure de style dont l'objet consiste à prendre le contenu pour le contenant, une métonymie ou une litote, mais ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens qui empruntent les ponts iront voter pour le RHDP. Les Ivoiriens qui empruntent les routes bitumées seront prêts à aller voter pour le RHDP. Maintenant, si lui veut qu'il ne les emprunte pas et qu'il reste certainement figé pour aller voter ou bien s'envoler. Mais toujours est-il que nous, on a besoin de ces ponts pour aller voter. Gestion, surfacturation, vraiment quand c'est Thiam qui parle de surfacturation, vous voyez que je n'ai plus envie de parler. C'est vrai que nous étions tous au PDCI, mais à l'époque, personne dans ce pays ne connaissait
le mot surfacturation. Je crois que dans le gouvernement où il était, c'était dans ce gouvernement où pour la première fois on a parlé de surfacturation. Bon, j'étais au PDCI, donc je ne vais pas tellement m'attarder dessus. Sinon s'il y a eu des gens qui ont surfacturé, c'était nous d'abord au PDCI, avant qu'on accuse les autres. Et aujourd'hui, le monde a changé. On parle de bonne gouvernance. Et quand vous voyez le Fonds monétaire international qui vient tout le temps s'enquérir des réalités de notre gestion, quand vous voyez la Banque mondiale qui tout à l'heure est venue pour l'inauguration donc de Akwaba, et la dame a dit que pour le travail remarquable qui est fait par le président Alassane Ouattara, la Banque mondiale est encore prête à soutenir notre pays dans quelques réalisations que ce soit. Donc c'est dire que nous, on a le feu vert pour travailler. Mais malheureusement, je ne peux pas dire que je ne peux pas prier pour qu'il arrive au pouvoir et puis on va le voir à l'œuvre. Mais il va continuer de nous suivre, de voir comment on travaille, et puis il va s'en inspirer pour peut-être 2150. Et bien sûr, le RHDP a toujours, vous savez, la rigueur qu'affiche le président Alassane Ouattara dans la gestion. Vous ne le connaissez pas. Nous qui avons coutume de le voir au quotidien et de savoir la rigueur qu'il affiche dans la gestion des sous qui sont affectés aux différents projets, c'est une seule fois vous avez eu l'occasion de le rencontrer, vous allez voir. Mais pour tout dire, et sur cette question, nous avons vu Thiam lui-même aller saluer le président Alassane Ouattara quand il avait été élu président de son parti pour chanter les hauts faits du président Alassane Ouattara. Nous tous, on a écouté. Vous savez, ce n'est pas comme au football où on peut demander à Lava de revenir, mais nous avons souvenance des mots qu'il a utilisés parlant du président Alassane Ouattara. Et donc chacun doit se remémorer cela et dire que devant ses partisans, on peut peut-être faire plaisir en disant des choses qui ne sont pas vraies, mais en Côte d'Ivoire, nous sommes au travail et rien que le travail qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et nous allons gagner. Donc on attend au tournant. Au moment de la campagne, qu'il vienne avec ses preuves. Nous aussi, nous allons sortir nos preuves. Et puis on va procéder donc aux analyses, preuve contre preuve. Merci. Alors, sur cette dernière question, et avant qu'on ne fasse la chute, je vais demander au ministre Touré Madou, porte-parole adjoint, de peut-être ajouter un ou deux éléments supplémentaires. Voilà, juste ça, ne vous en faites pas. Le ministre Touré, ensuite le ministre Khalil. Et après, nous allons faire la conclusion. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre d'État, porte-parole de notre parti. Je voulais juste, en ajout à ce que vous avez dit, faire quelques précisions. Je sais que nos amis de la presse internationale sont très à cheval sur certains sujets. Tout à l'heure, je crois que c'est le représentant de l'AFP, qui a parlé donc de l'élection inclusive, l'élimination de certains candidats qui pourraient remettre en cause le principe de l'inclusivité des élections. Et vous avez très bien répondu, notamment sur les requêtes qui pourraient venir du RHDP. Moi, je veux juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, traitent tous les citoyens de façon égalitaire. Il ne revient pas au RHDP de choisir qui il veut avoir comme adversaire à une élection présidentielle. Et comme il ne revient pas aux autres aussi de décider à la place du RHDP qui doit être le candidat du RHDP. Chacun choisit ses candidats et les institutions en charge donc de gérer les élections
en nous mettant tous sur le même pied d'égalité, conformément aux lois, décide donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Donc nous, RHDP, notre préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc le ministre d'État, pardon, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Donc, qu'on nous laisse hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui, parmi ces acteurs politiques, peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a 1 an. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole. On dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein. Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité, qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Vous savez, la plupart des projets, et je passe le contrôle de mes collègues ici, le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, en tout cas dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières à l'international. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc. Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes, puisque ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti, qui a visé un projet qui fait dans le montage financier qui a bénéficié de concours importants extérieurs, ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc, les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc., des ressources par rapport donc, à ces projets. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, ministre d'État, ministre non, pas du tout. Le ministre d'État, ministre donc, de l'Agriculture, comme il a dit, lorsqu'en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et 2 institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. Donc s'il y a des anomalies, cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil. Moi je considère que le jeu politique, dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans le domaine des infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout, parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. Et on lui a toujours tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Alassane Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. Ce n'est pas des superfuges. Et faire croire à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. Personne
personne ne peut faire des pressions sur qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire croire à des gens qui peuvent manipuler, qu'il a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout. Et puis un an après, venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais et que nous avons passé 15 ans et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens de façon spontanée se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur devant donc les sapeurs-pompiers. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était la salubrité à Abidjan. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Korogo. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Bundiali, on sait ce qu'était Boaké. Et il y a 15 ans, on sait ce que c'était Dalois, qui n'avait pas la traversée 2 fois 2 voies. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était à Boisseau, le handball, où à Dabakara, sur près de 224 villages, il y avait moins de 10 villages qui étaient électrifiés. Et 15 ans après, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu donc une avancée considérable. Et au nom de ça, ces Ivoiriens ont dit qu'ils sont prêts, au grand détriment donc de celui qui a parlé, ils sont prêts à donner 5 autres années au président Ouattara. Alors, je vais aussi dire à la presse internationale, il y a un souci de transparence, que quand Alassane Ouattara était candidat en 2020, reprenez son projet, reprenez son programme. Notre programme s'appelait Côte d'Ivoire solidaire, Côte d'Ivoire vision 2030. En 2020, le programme du président Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire, c'était Côte d'Ivoire vision 2030. Ça veut dire que nous avons conçu un programme en 2020 dont l'application devait aller jusqu'en 2030. Donc le président Ouattara n'a pas encore terminé. C'est pour ça que nous, militants du RHDP, nous lui demandons de ne pas nous laisser en plein chemin. Il a conçu un programme qui va jusqu'en 2030. Il faut que tous ces efforts qui sont faits actuellement, nous puissions donc les poursuivre jusqu'en 2030. À partir donc de 2025, quand on aura gagné, avec mes grands frères Bruno, nous on va commencer à réfléchir maintenant sur ce que sera donc la Côte d'Ivoire, donc 2030-2040, parce qu'il y a l'héritage du président Ouattara qu'il va falloir consolider. Et ce programme-là, ensemble, on va commencer à réfléchir sur notre programme de société, donc 2030-2040. Mais pour l'heure, le président, donc il n'y a rien qui change. Et on lui demande juste donc de parachever donc le travail pour lequel les Ivoiriens l'ont eu en 2020. Les Ivoiriens ont eu un monsieur en 2020 sur la base d'un programme qui s'appelait Côte d'Ivoire Vision 2030. Merci beaucoup. Alors, sur ce point, 2 minutes, monsieur le ministre Kali. Monsieur le ministre Touré, votre parole. Non, venez. Peut-être que vous avez oublié de rappeler, il y a tellement de choses. Déjà, Alceni me rappelait la personnalité, les Coupes d'Afrique, là. Comptez les pays qui les ont remportés avec autant de facilité et qui ont donné autant de bonheur. Ça fait partie de notre héritage aussi. C'est le seul président qui a eu 2 Coupes d'Afrique, une Coupe d'Afrique en tant que Premier ministre. Tout ça, c'est Alassane Ouattara. Vous savez, c'est ado. Bon, monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour... avant. Je pense que peut-être que je ferai moins de 2 minutes. Ben, je voudrais juste dire aux journalistes et à la presse nationale et internationale qu'en Côte d'Ivoire, les ingénieurs, il y en a beaucoup. Et que quand on décide d'investir dans un ouvrage, depuis l'idée de projet jusqu'à la réception de ce projet-là, il y a ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. On prend tout en compte et un groupe d'experts qui constitue l'équipe projet qui ont pour mission d'évaluer l'enveloppe financière nécessaire pour faire les investissements, pour faire l'ouvrage. On appelle ça en français facile l'enveloppe confidentielle. L'ouvrage dont il est question ici, le confidentiel était estimé à 130 milliards de francs CFA. L'entreprise qui a été retenue pour une offre de 77 milliards de francs CFA. Donc vous avez des compétiteurs et une cellule se réunit et puis déclare adjudicateur une entreprise. Mais qui fait des travaux et au moins, je ne vais pas inventer, la crise de la Covid a existé, ça c'est vrai. Si ça existait,
alors les entreprises ont estimé, ou l'entreprise qui a été adjudicataire a estimé, que les coûts de facteurs de production ont été impactés par cette crise. Et ils ont fait une évaluation financière et l'équipe projet, avec le bailleur et le pays emprunteur et les experts du ministère de l'équipement, se sont assis, analysés et ont arrêté un montant pour signer l'avenant. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les 130 milliards du confidentiel qui avait été calculé. Il y a un autre opposant qui a dit, par exemple, que le projet du métro d'Abidjan est passé du simple au triple. Mais c'est encore faux. Quand ils le disent, ils impressionnent. Bon, nous tous, heureusement, on a fait le BNET. Hein. Ils impressionnent parce qu'ils ont fait le BNET. Moi, j'ai fait 25 ans BNET avec eux. Mais regardez le projet, la différence entre le train urbain d'Abidjan et le métro. Il y a un problème d'écartement des rails. Les rails conventionnels standards, l'écartement c'est 1,44 mètres. Mais regardez les rails que nous avons là. Nous avons des rails de 1 mètre d'écartement. Si on devrait faire avec ces rails-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait commander des locomotives spéciales. Les locomotives standards, si vous avez 1,44 m, vous pouvez commander les locomotives avec quiconque est un producteur de locomotives. Donc quand ils s'asseyent et puis ils parlent, souvent j'ai appris, c'est moi qui ai fait la dévaluation alors que vous étiez sur d'autres planètes ou sur d'autres continents. Vous étiez même étudiant. Bon, vraiment, c'est nous qui avons fait Cyprel, ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire énergétique a une histoire de 1952 jusqu'en 2010, de 2010 à aujourd'hui. Donc, souffrez qu'on ne réponde pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Mais il faut respecter tous les ingénieurs de Côte d'Ivoire. Il y a des ingénieurs qui se surestiment. Non, nous tous, on a 2, 3 diplômes d'ingénieurs. Mais on va doucement parce qu'il y a quand même un peu de pudeur dans notre langage. Quand on a fait des mathématiques spéciales, des mathématiques supérieures, on a calculé des choses et travaillé auprès de Félix Houphouët-Boigny et travaillé aujourd'hui auprès du président Alassane Ouattara qui ne dit rien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose à dire sur l'histoire du développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Et ça, c'est à la presse étrangère. On ne surfacture pas quand on est dans une commission avec le bailleur, avec les experts du bailleur, on s'assoit et on décide ensemble. Merci au ministre d'État qui a rappelé que l'histoire qui s'est produite quand nous étions étudiants sur cette question des détournements dans le milieu sanitaire et tout ça. Hein? C'est ça, bon, on a compris toutes ces choses. La Côte d'Ivoire a changé et il y a beaucoup de choses qui se passaient et qui ne peuvent plus se passer aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, il y a 57 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire alors que nous sommes 32 millions d'Ivoiriens. Ça veut dire que chaque Ivoirien a au moins 1,5 téléphones. Donc on ne peut pas créer un demi-téléphone, on va arrondir à 2. Donc soyons calmes, personne ne surfacture. La Côte d'Ivoire travaille, je vous remercie. Bon, alors, je pense que nous tendons vers la fin. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal, va donc faire la conclusion de... Merci, monsieur le ministre Khalil. Donc, monsieur le ministre d'État, pour la conclusion de rencontre de ce jour. Merci. Je voudrais féliciter nos journalistes parce qu'au moment de commencer, Claude Saïd a bien demandé aux uns aux autres de ne pas s'écarter des thèmes que nous sommes venus développer. Et la plupart ont respecté cela, même si souvent on a tendance à nous détourner. Mais je voudrais vraiment vous dire merci pour votre présence massive à cette rencontre. Saluer nos mamans qui sont venues nombreuses nous soutenir, les jeunes, les cadres et surtout nos collègues, les ministres qui sont là.
je voudrais vraiment vous dire merci. Et cela est un signe encourageant. Vous avez vu que l'objectif, en étant ici ce soir, n'est pas de répondre à Pierre ou Paul. Souvent, c'est vous qui nous posez des questions qui nous amènent à répondre pour clarifier les choses. Le RHDP est au travail. Nous sommes dans le processus de vérification des noms qui sont inscrits sur la liste électorale et notre souhait, c'est de demander à nos militants d'être sur le terrain, de faire un travail d'encadrement et de nous assurer que nos militants, effectivement, sont inscrits sur la liste électorale. Ne pas tenir compte de ce que les autres disent, mais de continuer à travailler. C'est cela qui va nous faire gagner demain. Vous avez vu aussi que nous n'avons pas attaqué qui que ce soit. Nous leur demandons de continuer de nous attaquer pendant que nous, on est au travail. Parce que c'est à la fin que les uns et les autres vont être jugés. Allons au travail, restons concentrés sur l'essentiel qui nous regarde et qui va faire que demain, nous allons sortir victorieux de ces élections. Nous n'avons aucun doute. Et prions Dieu qu'il donne la force, qu'il donne la santé, qu'il continue d'inspirer notre chef qui a beaucoup de projets de développement pour la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que représente le président Alassane Ouattara. Il ne faudrait pas que les gens s'amusent avec son nom. Nous n'allons jamais accepter cela. Donc il va arriver des moments où quand les gens vont s'engager à vouloir attaquer notre chef, ils trouveront en face d'eux des sortes de paravents qui vont parer à leur coup. Je vous remercie. Merci, M. le ministre d'État. Mesdames et messieurs les journalistes, merci infiniment. Mesdames et messieurs l'encadrement politique.